Alors, j'avais fait une première vidéo sur laquelle je me suis fait un peu pourrir sur, enfin un peu pourrir, gentiment, les gens sont plutôt bienveillants, sur l'intuition et le raisonnement. Et j'avais expliqué que l'intuition était moins bonne que le raisonnement. Alors, je vais en reparler, je vous explique comment, ça prendra 3 minutes à tout péter, et voilà, et en plus ça me permettra de valider que si les trucs que j'ai dessinés sont visibles à l'écran, sinon vous me dites dans les commentaires. Alors, l'intuition à la base, ce que je disais, enfin le raisonnement déjà à la base, si tu veux, tac, est-ce que ça se voit? 2 secondes, petit temps de retour. Ouf. Ouais, c'est pas mal. On voit pas tout, mais c'est pas mal. Cool. Le problème qu'on a avec le raisonnement, si tu veux, c'est que quel que soit ton raisonnement, c'est que on a une situation de base, et on va réfléchir par rapport à ça, on va arriver à une conclusion. Dans un raisonnement qui est conscient, l'idée c'est que tu sais ce qui se passe dans ta tête pour justifier que tu arrives à telle conclusion. Donc tu peux savoir que parce que tu as fait tel calcul ou tel machin, tu arrives à ta conclusion. Ce qui arrive avec une intuition, c'est que tu as effectivement le même principe, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un déroulé par lequel tu arrives à une conclusion, mais tu n'as pas la moindre foutue idée de comment tu y es arrivé. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la boîte, c'est un gros putain de point d'interrogation. Et l'emmerde de ce truc-là, si tu veux, c'est que, du coup, ne sachant pas comment tu es arrivé à ton résultat, tu peux pas dire si ton raisonnement est juste, s'il est faux, s'il se plante, machin, etc., quoi. Alors, il se trouve que l'inquiétude que j'ai par rapport au fait de se planter dans un raisonnement, elle est alimentée par quoi? Elle est alimentée par ces trucs-là. C'est-à-dire que tu sois dans le raisonnement ou dans l'intuition, en fait, tu as plein de facteurs d'erreur qui viennent foutre en l'air ta conclusion et qui vont t'amener à un mauvais résultat. Des biais cognitifs, j'en ai pas mal parlé, si tu veux, c'est les biais de préférence, les biais de sélection, les biais machin. Alors, j'en parle de 2-3, mais si tu veux, le biais de préférence, par exemple, c'est cette propension qu'on a à vouloir croire vrai, pas vraiment ce qui est le plus vraisemblable, mais ce qui nous arrange parce qu'on a envie que ce soit vrai. Le biais de sélection, c'est ce qui fait que par rapport à une information que tu crois déjà vraie, on va te donner des arguments qui vont aller en faveur de ce truc-là et contre ce truc-là, et du coup, tu risques de garder que ce qui va en faveur de ce que tu sais déjà. Et tu vas complètement oublier, complètement occulter les autres arguments. Et ces biais cognitifs, si tu veux, c'est des trucs qu'on fait sans trop s'en rendre compte, à moins d'être un peu au courant à l'avance de comment ça fonctionne et de savoir reconnaître, si tu veux, une configuration dans laquelle, oui, tu vois que là, tu es en plein biais de confirmation, tu es en plein biais de machin. Si tu veux, si tu les connais pas, tu peux te faire avoir. Donc, tu as les biais cognitifs, tu as les erreurs logiques. Ça, c'est typiquement l'erreur de calcul ou juste l'erreur de raisonnement. Tu as les préconceptions, c'est-à-dire qu'il se trouve que on est tous éduqués d'une certaine manière et on nous donne des informations et il y en a certaines qu'on croit vraiment, qu'on croit vraies tout le temps. J'avais fait une vidéo comme ça où j'expliquais sur le baiser que par exemple, en fait, typiquement en France, bon alors c'est plus trop le cas maintenant avec le Covid, mais en France on a l'habitude de se claquer la bise entre potes, si tu veux, ça pose absolument aucun problème. Mais si tu vas dans un pays complètement autre et que t'es pas au courant, mais t'arrives et tu claques la bise, j'avais fait le coup à une Finlandaise et j'avais refait le coup parce que je m'étais planté à nouveau après avec une Colombienne, oui, en fait, tu te rends compte que ce truc-là qui est valable chez toi, en fait, n'est pas du tout valable chez les autres. Et évidemment, tu te plantes, en fait. T'as l'air con, tu te prends un râteau, c'est pas agréable. Augmente le son. Alors, attends, je fais juste un petit... comment je vais faire pour augmenter le son? Bouge pas. Tac. Test. Est-ce que c'est mieux quand je parle directement dans le micro? Si vous me le dites, moi je vais le garder comme ça parce que je pense que ça fonctionnera mieux. Je pense que c'est le filtre du micro qui est un petit peu vénère. Et au pire, pas grave, je le garderai à la main comme ça. Faites-moi juste signe pour me dire si ça va mieux ou pas. Je sais qu'il y a un petit délai. Donc, il y a ça. Et puis, en fait, tu as aussi la méconnaissance. Donc, si tu veux, tous ces trucs-là font qu'il s'agisse de ton raisonnement ou de ton intuition,
Ces trucs-là peuvent te faire planter. Mais, tchouk, hop là, ces trucs-là, quand tu es dans le cadre d'un... Yes, cool, ça marche. Quand tu es dans le cadre, si tu veux, du raisonnement, et que tu sais ce qu'il y a dans la boîte qui t'a permis d'arriver à ta conclusion, en fait, tu peux détecter si tu as fait un biais cognitif, une erreur logique, une préconception ou une méconnaissance, si tu veux. Enfin, ça veut pas dire que tu vas jamais tomber dedans, mais tu as plus de chances de t'en rendre compte parce que tu sais comment est foutu le bordel. C'est un peu comme un logiciel, si tu veux. Si je te donne un logiciel et que tu peux ouvrir pour aller voir les lignes de code et te dire, bah voilà, en fait, j'ai une conclusion qui me paraît chelou, je vérifie comment il y est arrivé. Si tu peux aller voir dans les lignes de code, tu as plus de chances de voir où le logiciel s'est planté. Là où à l'inverse, en fait, si tu veux, avec l'intuition, étant donné que c'est un raisonnement qui est purement inconscient, tu ne peux pas, tu peux pas avoir tu vas pas pouvoir te rendre compte de si tu t'es planté, pourquoi, comment, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, si tu veux, que le raisonnement doit avoir une priorité par rapport à l'intuition, et dans le sens où, si tu veux, ça veut pas dire que l'intuition est mauvaise, qu'il faut l'acheter ou quoi que ce soit, mais ton intuition, si tu veux, elle va te donner un résultat. Si tu peux le vérifier, il vaut mieux le faire. Et ton résultat sera beaucoup plus fiable si tu l'as atteint par le raisonnement que si tu l'as atteint par l'intuition. Et du coup, si tu veux, il y a des situations forcément où tu peux pas te permettre d'aller vérifier que ton intuition, d'aller vérifier par le raisonnement qu'une intuition est bonne. Si t'as pas le temps, si tu es à la bourre, si voilà, dans une situation où tu es dos au mur, il faut réagir tout de suite. Oui, bien sûr, fais appel à ton intuition parce que t'as pas le temps de mieux faire. Mais dans les situations où tu as le temps, si tu veux, tu as des gens qui vont s'appuyer sur l'intuition et qui vont dire, bah voilà, je préfère me baser uniquement sur mon intuition. Et souvent pour des arguments, ouais, c'est ça, la logique et le raisonnement sont supérieurs à l'intuition, dans le sens où tu peux vérifier ton résultat. Et le problème, si tu veux, c'est que t'as pas mal de gens qui disent, bah ouais, mais l'intuition, c'est vachement bien. L'intuition, ça te donne des idées, ça peut te faire présumer d'un résultat, mais ça va pas ce résultat est pas sûr, ce résultat est pas fiable. Et derrière, t'as pas mal de gens qui vont dire que l'intuition, non, au contraire, c'est génial, il faut s'y fier, machin, etc. Il y a plusieurs raisons qui font que les gens font ça. Il y en a une grosse, et je suis désolé, c'est pas pour insulter qui que ce soit, mais t'as une bonne part de paresse intellectuelle, si tu veux, de pas mal de gens qui préfèrent, si tu veux, se fier à leur intuition parce que, bah ouais, c'est moins de boulot en fait. Je te pose un problème, t'as un résultat qui pop tout de suite dans ta tête, et tu dis, ouais, bah cool, allez, je me fais pas chier, je vais prendre ça et j'y vais. Le problème de ce truc-là, si tu veux, c'est que tu vas plus souvent te planter si tu fais ça. L'intuition ne découle pas d'une sorte de pré-raisonnement. Oui, c'est-à-dire que l'intuition, en fait, c'est un raisonnement, mais il est inconscient. Mais ça reste du raisonnement, complètement. Un raisonnement qui est basé sur les mêmes connaissances, sur les mêmes conceptions, mais aussi sur les mêmes méconnaissances, sur les mêmes erreurs potentielles, machin, etc. C'est le même mécanisme, la seule différence, c'est la conscience ou l'inconscience. Voilà, et encore une fois, ça ne veut pas dire que ton intuition est nulle, c'est-à-dire que tu vas quand même t'en servir, parce que ton intuition, en fait, elle est là pour te donner des idées, si tu veux. Et après, tu iras les consolider avec du raisonnement, machin, etc. Mais typiquement, tu vois un scientifique ou un scientifique qui se retrouve face à un phénomène qui doit l'expliquer, il va avoir des premières intuitions, et après, il va bosser sur ses intuitions, et il va s'en servir pour étayer sa théorie. Voilà. J'ai presque terminé ce truc-là, j'ai juste un dernier point, c'est que tu as des gens qui m'ont aussi dit, bah voilà, mais des fois, en fait, si tu veux, l'intuition a raison, alors du coup, j'ai raison de suivre mon intuition à ce moment-là. Non. Si tu as le choix, en fait, de vérifier que ton intuition a raison, pas parce qu'elle est ton intuition, mais parce que tu le confirmes par le calcul, alors il faut le faire. Et l'idée, c'est que c'est pas parce que ton intuition a eu raison que tu as eu raison de lui faire confiance, parce qu'elle aurait pu se planter. Voilà, tout simplement. Donc voilà, grosso modo, pour ce point-là.
moi, ce que je propose à partir de là, c'est juste de répondre aux questions de manière générale et voilà, que vous pouvez avoir sur la chaîne, sur le machin, etc. Et voilà. Et si, ou même pour clarifier ce point, il y a aucun souci, mais déjà, je veux bien que tu me dises aussi si j'ai été clair, si ça te paraît cohérent ce que j'ai raconté, si au contraire c'est trop confus, voilà. Tac, alors j'en profite pour faire un petit point commentaire. Ça parle de quoi? Bon, bah pour le coup, ça parle, ça parlait d'intuition contre le raisonnement. Et voilà, mais là on va surtout passer sur les Q&A parce que je vais pas repartir dans l'ensemble de cette réflexion. Tac. Du coup, quels sont les biais que j'évoquais? Très bonne question. On en a plein des biais possibles. Les biais cognitifs, si tu veux, tu vas avoir par exemple le biais de préférence. J'en ai un petit peu déjà parlé, c'est-à-dire le fait de préférer, enfin de croire plutôt en ce que tu voudrais qu'il soit vrai, plutôt que ce qui est réellement. Et tu as aussi le biais de confirmation, le fait de croire ce que tu sais déjà être vrai, parce que tu n'as pas envie de le remettre en question, parce que tu as la flemme de le remettre en question, et que du coup, ben, tu vas préférer te dire ouais, qu'en réalité, les informations qui tendent à remettre en question ce truc-là, ouais, bon, tu vas les oublier, quoi. T'en as plein d'autres, t'as les biais d'appartenance. Alors, biais d'appartenance, c'est le fait que quand tu appartiens à une communauté ou un truc comme ça, tu vas préférer les choses qui viennent de cette communauté-là plutôt que le reste. Et en réalité, on a tous un peu ce biais-là. Et évidemment, ça a plein de dérives. Voilà, si tu veux, le biais d'appartenance, c'est ce qui fait qu'à la base, si tu veux, la raison pour laquelle on a tous un biais d'appartenance, ça remonte un peu au temps préhistorique où les gens se sont un peu assemblés en clans pour survivre, mais se sont affrontés les uns les autres. Et donc du coup, ben, si tu veux, ce qui appartient à ton clan, c'est ce qui va garantir ta survie. Donc on s'accroche tous un petit peu à ce qui nous permet de nous identifier à une communauté, à un truc comme ça. D'où le communautarisme, d'où le racisme, d'où toutes ces dérives-là, la discrimination, etc. Il y a quoi d'autre? Un biais ne suit pas un raisonnement motivé. Ça dépend desquels. Salut Antoine, ça fait plaisir de te voir. Un biais ne suit pas un raisonnement motivé, pas forcément. C'est-à-dire que ce qui te provoque ce biais-là, si tu veux, c'est de l'inconscient. Si tu veux, tu vas faire ton raisonnement et c'est après coup, en examinant ton raisonnement, tu vas te rendre compte que en fait, tiens, il y a des données que tu as occultées ou tu as plus pondéré, si tu veux, des arguments plutôt qu'un autre, ou etc., etc. Donc, si tu veux, oui, la nature d'un biais, elle est plus inconsciente que consciente. Ça, c'est certain. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. La théorie des groupes sociaux devrait t'intéresser, tout à fait. C'est super intéressant. Tac, merci, je ferai des recherches dessus. Yes. Ouais, très bonne reco. Voilà, il y a plein d'autres biais. Il y a des biais marrants, si tu veux. Tu as des biais du style... T'as un biais que je trouve super con, on appelle ça l'effet Ikea. L'effet Ikea, c'est que tu attaches plus de valeur à un objet que tu as construit toi-même qu'à un objet que tu as reçu neuf. Et alors, bon, ok, ça marche avec les meubles Ikea si tu veux, machin. Je te donne un autre exemple si tu veux. Quand je suis parti de chez moi, quand j'ai déménagé, si tu veux, je partais d'un appart où vraiment j'avais tout conçu, tout fait moi-même, etc. J'avais pas du tout envie d'en partir parce que ce truc avait beaucoup plus de valeur, parce que j'y avais tout fait moi-même, parce que j'avais tout aménagé. En réalité, je m'installais dans un truc qui était beaucoup mieux derrière, et puis j'ai pu tout reconstruire, machin, etc. Mais ce biais-là, il était, enfin, si tu veux, cette préférence-là, cet immobilisme, si tu veux, il était irrationnel. L'aversion au risque aussi. C'est-à-dire que on a tendance à plus craindre de perdre quelque chose que d'être motivé à l'idée de gagner quelque chose. Ça, c'est assez marrant parce que tu te retrouves grosso modo, enfin, c'est typiquement un truc qui peut immobiliser, si tu veux, les gens. C'est-à-dire qu'au moment de prendre un risque, ils vont pas vouloir le faire parce que ils vont plus avoir peur de ce qu'ils vont perdre que espérer ce qu'ils vont gagner, si tu veux. Tu as des gens comme ça, si tu veux, dans mon premier boulot, j'avais des gens qui étaient très mécontents, si tu veux, de leur situation, qui voulaient en changer, qui pouvaient en changer, qui avaient les moyens, si tu veux, qui pouvaient tout à fait se faire recruter,
et qui envoyait chier tous les chasseurs de tête qui les contactaient parce que, ah oui, mais si ça se trouve, tu sais, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Sauf qu'en réalité, des fois, on pousse un petit peu trop à l'extrême ce truc-là. Le biais de l'expert, je veux bien que... Ah, mais oui, le biais de l'expert, j'imagine que c'est le Dunning-Kruger. Alors, le biais de l'expert, c'est pas mal du tout. C'est vachement intéressant. C'est que souvent... alors, si c'est ça... Salut Mav, ça fait plaisir de te voir. Désolé de t'avoir fait... désolé de te tenir éveillé un petit peu tard. Le biais de l'expert, si c'est le Dunning-Kruger, le principe du Dunning-Kruger, si tu veux, c'est que tu vas te retrouver à avoir... en fait, à partir du moment où tu commences à avoir l'impression de maîtriser un sujet, quand tu démarres sur un sujet, à partir du moment où tu vas commencer à réussir à faire des trucs sur ce sujet, tu vas te croire super fort. Et tu vas commencer à avoir une surestimation de tes capacités dans ce domaine, alors que tu viens de le découvrir. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des mecs qui sont complètement incompétents, mais qui se la pètent à mort là-dessus. Très bonne remarque, les casinos qui jouent vachement dessus, c'est typiquement le coup du casino qui te laisse un petit peu gagner, et de sorte à ce que tu rejoues, et puis que tu gagnes en confiance, et derrière tu te fais plumer, évidemment. Tac, pas de souci, je dormirai quand je serai morte. Bon, repose-toi un peu de temps en temps quand même. De toute façon, t'as vu t'as vu le post sur combien de temps il faut dormir. Je te laisse te référer là-dessus sur, sur combien il te faut. Voilà, j'ai pas d'autres... Enfin, il y en a plein d'autres de biais. Ah putain, si. Alors ça, je vais faire un épisode là-dessus prochainement. T'as le biais... le biais de la nature. Ça, c'est un argument marketing qui est complètement pété en ce moment, c'est-à-dire que les gens vont partir du principe que parce que quelque chose est naturel, c'est bien. Pareil pour le bio, machin, etc. Et alors, déjà, si tu veux naturel, pas naturel, c'est ouais, l'appel à la nature, tout à fait. Mais déjà, si tu veux qu'un truc soit naturel ou pas naturel, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que techniquement, tout vient de la même nature, si tu veux. Il y a des choses qu'on a plus transformées qu'autre chose, mais sinon, ça n'a pas ça n'a pas forcément de sens de dire qu'un truc est que parce qu'un truc est plus naturel qu'un autre, ce truc est meilleur. Plus tu regardes dans la nature, si tu veux, la nature, elle nous aime pas forcément, hein. De temps en temps, elle veut bien nous buter. Voilà, c'est tout ce qui est dans la nature. T'as du poison, t'as des venins, t'as des catastrophes naturelles, t'as des trucs comme ça. C'est pas... Enfin, moi, ça me fait pas rêver, si tu veux. Et derrière, cette espèce comment dirais-je, de fascination pour la nature, enfin, le fait de surévaluer la nature, ça fait que tu vas avoir des mecs qui vont te filer des arguments marketing pour dire, voilà, ce truc-là, il est naturel, donc du coup, achetez-le plus cher. Généralement, si tu veux, quand tu as de bons arguments marketing, tu vends plus cher ou tu bats la compétition, mais il n'y a pas de raison. Cela explique la version pour les OGM, exactement, alors que 20 ans prouve que c'est sans danger. Tout à fait. Ça, c'est un sujet. À un moment, je vais m'y attaquer, il va y avoir probablement une shitstorm, donc je t'avoue que celui-là, je vais le prendre très délicatement. Mais oui, les OGM, pour l'instant, rien ne prouve qu'ils sont dangereux. Et pourtant, tu as tout un commerce du sans OGM, et voilà, et pareil pour certains pesticides, mais voilà, tout un commerce du bio, du sans pesticides, du machin, du sans OGM, qui est basé là-dessus. De même, et là ça devient plus grave, pour tout ce qui est de l'ordre de la médication, avec des gens qui vont soigner des véritables, si tu veux, des véritables conditions où ils ont besoin de se soigner de manière sérieuse avec des médicaments et tout. Et les gars vont se rabattre sur des solutions qui n'en sont pas forcément. Parce que le problème avec nos biais, si tu veux, à partir du moment où on a des biais, il y a des gens qui cherchent à les exploiter. Pas pour nous, pas pour notre bien, mais souvent pour en profiter et pour leur propre intérêt, si tu veux. Donc, voilà, t'as ça, t'as le biais à la nature, et puis il y en avait un autre. Pareil, le biais de l'ancien. Tout ce qui est plus vieux est pas forcément meilleur. Et l'inverse est vrai aussi, tout ce qui est nouveau est pas forcément bon non plus. Mais t'as des gens qui disent, ah ouais, mais attends, ce truc-là, en fait, ce machin-là, il remonte, c'est une vérité qui remonte à tel truc, et donc du coup, il y a toute la sagesse des anciens dessus. Pareil, les recettes de grand-mère, t'en as beaucoup, en fait, qui marchent pas, quoi, je veux dire.
Et si tu veux, la raison pour laquelle j'évoque tous ces biais, c'est que plus tu les connais, plus tu es capable de les dépasser et de moins te faire piéger, de moins te faire manipuler, d'une part. Et l'autre truc, c'est que si tu veux aller au-delà d'un biais, quand tu affirmes quelque chose, quand par exemple on affirme que une recette de grand-mère c'est bien, il faut se demander la question de pourquoi, il faut aller creuser plus loin, il faut réfléchir plus et sortir de la donnée un peu scientifique qui étaye que tel remède fonctionne bien ou pas. Et voilà. C'est pas à dire que tous les remèdes naturels sont mauvais, loin de là, mais t'en as beaucoup où ouais, c'est de la couille quoi. Il faut se méfier. L'appel à l'exotisme, ouais, complètement. Il est marrant celui-là aussi. C'est voilà, tel machin vient d'un pays éloigné, tel machin, enfin voilà. Et donc du coup c'est meilleur quoi. Mais tu vois, pareil, aucune raison. Il n'y a pas de logique monstrueuse derrière ça et enfin voilà quoi. Faut se demander pourquoi tel truc serait meilleur qu'un autre et pas juste dire ah ouais, ça c'est vachement bien. Et enfin, évidemment, ça, j'en avais fait un gros épisode. Alors, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, tout ce que je mets sur TikTok, en réalité, c'est des extraits de mes épisodes qui sont sur ma chaîne YouTube. Et j'en sors environ un toutes les 2 semaines. Et l'idée, c'est que je les conçois de telle sorte que je puisse les découper derrière et placer des petits extraits sur TikTok. Ce qui est vachement bien avec ça, si tu veux, c'est que... du coup, ça me permet de vous donner un petit aperçu en moins d'1 minute. Ce qui n'est pas forcément très bien, c'est que de temps en temps, ils sont un peu hors du contexte de l'ensemble d'un épisode. C'est pas très grave, la plupart du temps, j'essaie de m'arranger à l'écriture pour que ça passe. Mais le comment dirais-je merde, j'ai perdu le fil. Ça va me revenir. Oui, sur la chaîne YouTube, typiquement, il y a un épisode dont j'ai pas encore sorti d'extrait qui est la soumission à l'autorité. Et ça, celui-là, pour moi, je crois pas qu'il y ait vraiment une hiérarchie entre les biais cognitifs, mais celui-là, c'est une vraie saloperie, quoi. Donc la soumission à l'autorité, c'est ce qui fait que parce qu'un mec représente une autorité quelconque ou parce qu'un message te vient d'une autorité quelconque, tu vas y accorder plus de confiance que ce que ta raison te dirait par toi-même. Voilà. Et là-dessus, bien sûr, t'as l'expérience de 1000 grammes. Ouais, parfait. Ouais, alors Raoult, pour le coup, ça s'est divisé dans les commentaires. J'ai trouvé ça assez rigolo. J'ai laissé les gens s'entretuer un peu. C'était marrant. Tchouk, excusez-moi un instant. Petit réglage technique. On est toujours bon. Ouais, les shitstorms, c'est marrant ça, si tu veux. La plupart du temps, j'en ai pas. Les gens sont plutôt bienveillants. Il est arrivé qu'il y ait des gens qui débarquent, si tu veux, sur une vidéo, qui me laissent un commentaire et qui me tombent dessus, mais commentaires vraiment acerbes, du genre ouais, machin, c'est complètement stupide, et qui me donnent un argument pourquoi c'est complètement stupide. Alors, t'as 2 catégories. T'as ceux qui débarquent et qui disent c'est complètement stupide. Bon, en fait, si tu veux, là-dessus, je peux pas répondre, et donc du coup, je laisse pisser, quoi. Et je m'en fous, parce que, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Derrière, t'as ceux qui disent, c'est complètement stupide, parce que. Et là, du coup, je peux bosser un petit peu, et souvent, en fait, je réponds, mais généralement, si tu veux, de manière complètement détachée, parce que je vais pas m'énerver, si tu veux, pour de la forme. Et je comprends qu'il y a des gens qui s'expriment comme ça, parce que, il y a plein de raisons à ça. Peut-être parce que, si tu veux, ils ont pris le raisonnement d'une certaine manière qui les a offensés. Et c'est pas grave, si tu veux. Voilà. Et en général, je leur réponds calmement. Et très fréquemment, ils finissent par quitter un peu le mode d'agression dans lequel ils étaient à la base et devenir beaucoup plus cool et à raisonner beaucoup plus sur les idées. Et il y en a 2-3 comme ça où à la fin du machin, ils ont fini par me follower, quoi. Et tu fais, oh, putain, du coup... a priori, ça prouve que je les ai convaincus, ou alors ils font ça pour pouvoir me massacrer sur toutes les prochaines vidéos, ou me choper. Donc voilà, quoi. Mais globalement, ça se passe bien. Et donc ouais, je finis juste du coup sur la soumission à l'autorité, pourquoi c'est une saloperie, et pourquoi ça me tenait un petit peu à cœur. Ouais, c'est un truc que j'ai vu énormément, si tu veux, en entreprise, où tu te retrouves à avoir en fait un mec qui est
qui est chef de son département, de son unité, machin, etc. Alors, après, tu combines ça avec des problématiques de hiérarchie, mais où tu vas tout le monde qui va suivre le conseil du mec le plus gradé, alors que tout le monde sait pertinemment que ça marchera pas. Et là-dessus, j'ai vu des projets à plusieurs millions se péter la gueule, juste parce que, en fait, il y a un mec tout en haut qui a dit une connerie et que les autres n'ont pas voulu le remettre en cause. Et c'est super con parce que tout le monde en souffre derrière. Et d'une autre manière, t'as aussi, si tu veux, après avoir bossé en entreprise, moi j'ai fait pas mal d'acting, et le problème, si tu veux, que j'ai pu voir notamment dans des cours d'acting, c'est des profs qui abusent de leur autorité pour faire à leurs élèves des trucs qui sont pas corrects, quoi. Et voilà. Et donc, soit des mecs qui faisaient du harcèlement moral, soit qui faisaient de la des trucs encore moins clean, mais souvent ça tournait autour de l'humiliation et du fait de briser la personne juste pour le plaisir personnel du professeur. J'ai un exemple bien particulier en tête, donc j'ai un peu de mal à m'en détacher, mais si tu veux, je vous recommande cet épisode-là parce que vraiment ce biais-là en particulier, je l'ai mauvaise. Tac, tac, tac. Le biais des coûts irrécupérables, ouais, il est très intéressant celui-là. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as commencé un projet et ce projet, si tu veux, tu vois qu'il fonctionne pas, mais tu as déjà investi du pognon dessus, tu vas continuer à investir du pognon dessus parce que tu dis c'est trop con en fait, j'ai déjà commencé à investir et je veux pas que ce pognon soit perdu. Sauf que dans certains cas, en réalité, il faut savoir arrêter le saignement et arrêter l'hémorragie. En entreprise, ça arrive énormément. Au casino, pareil. C'est-à-dire, typiquement, tu vas avoir le biais des coûts irrécupérables. C'est j'ai appliqué telle stratégie depuis le début, je vais pas en changer. Parce que ok, elle est perdante, mais je veux pas prouver que j'ai tort. C'est-à-dire que le problème du coût irrécupérable, d'une part, tu as vraiment ce côté coût. C'est-à-dire, l'idée que du pognon ait été dépensé pour rien, on n'aime pas. Mais surtout, en fait, l'idée qu'on se soit trompé, ça, on aime encore moins. Donc, si tu veux se remettre en question et admettre qu'on a eu tort et qu'il faut changer, c'est ce qu'on a le plus de mal à faire. Et c'est souvent valide, si tu veux. C'est typiquement la base du biais de confirmation. C'est un truc qui peut beaucoup nous foutre dans le panneau, quoi, si tu veux. Et ouais, l'ego, exactement. Faut que j'arrête de jouer avec mes... Je suis en train de regarder le retour, j'ai l'air naze avec mes petits stylos, je vais les poser. Hop. Tchouk. Cool. Bon, écoutez les gars, ça se passe pas trop mal pour un premier live. Je vais pas vous cacher, j'étais un peu stress en fait à l'idée de faire ça. Et puis finalement, ça se passe pas trop mal. N'hésitez pas, est-ce que vous avez d'autres questions vis-à-vis de la chaîne, vis-à-vis de... alors éventuellement d'autres biais, mais là on a quand même fait le tour des principaux, de ceux auxquels j'ai pu penser. Ouais, le peer pressure, il est bien ça. Ah putain, j'ai une histoire là-dessus. Le peer pressure, donc c'est la pression des pairs. C'est ce qui fait que on va faire un truc que nous, on n'accepterait pas de faire si on était tout seul à décider. Mais il se trouve que, pour schématiser, t'es une foule qui est en train de te gueuler dessus de le faire. Et donc du coup, étant donné que tout le monde te dit de le faire, ou que tout le monde le fait, si tu veux, et que c'est l'exemple du plus grand nombre, tu vas le faire. Et là-dessus, donc l'exemple que je vais donner, ça on l'a vu en cours en fait, quand je faisais mon MBA. On a eu un cours comme ça où en fait le prof fait rentrer tous les élèves, sauf un. Et donc on a un élève qui attend dehors, et du coup le prof demande à la classe, est-ce que quelqu'un se sent particulièrement bon manipulateur ? Et donc, il y a une fille qui lève la main, qui dit « Ouais, moi je suis plutôt en confiance avec ça. » Et donc, elle le fait venir devant le tableau, il l'a fait venir devant le tableau, excusez-moi, et il sort 6 œufs, frais, tu vois, tout juste achetés, des œufs de ferme, et il dit « voilà, il y a... merde, comment il s'appelait ? Enrique qui est de l'autre côté de la porte,
Et en fait, Enrique, tu vas le convaincre d'avaler 6 œufs crus. Voilà. Et donc cette nana-là se dit, bah, elle réfléchit un petit peu, elle se dit comment est-ce que je vais faire pour lui faire avaler 6 œufs crus, machin, etc. Et donc du coup, il y a plusieurs stratégies. Là, en l'occurrence, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle s'est pointée, elle est venue nous voir chacun, c'est-à-dire elle avait 5 minutes pour établir une stratégie. Elle est venue dans les rangs de la classe et elle a dit, bon bah voilà, je vais vous demander juste de l'encourager à mort au moment de le faire. Je vais commencer à lui en parler, je vais lui en parler rationnellement, mais rationnellement ça va pas passer. Par contre, si tout le monde l'encourage, il y a moyen qu'il le fasse juste pour faire le show, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au début, le bon Enrique est rentré, elle a expliqué à Enrique, bah voilà, je vais te faire manger des œufs. Voilà. Est-ce que t'acceptes de le faire ou pas? Il fait, bah non, absolument pas, ce qui est logique. Il fait, non, mais voilà, tu sais, les œufs c'est bon pour la santé. Alors, lui évidemment il est pas con, donc il fait, bah non, des œufs je vais pas bouffer des œufs crus, il en est hors de question. Et puis ouais mais allez, pour la beauté du geste quoi. Et puis là elle nous fait signe et tout le monde fait Enrique, Enrique, Enrique. Et on sent le doute, l'hésitation qui passe sur son visage où il se dit je le fais pas. Et au final il en a pris un et il a bouffé un œuf cru. Alors très bien, le prof regarde ça, les remercie, tout le monde se réinstalle à sa place, et il demande du coup à Enrique, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bah, en fait, au moment où tout le monde s'est mis à chanter, à applaudir, je me suis dit que ce serait, bah, ouais, que ce serait bien, que ça satisferait tout le monde, et voilà, et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'il l'a fait. Mais alors le prof dit bon bah voilà, là typiquement on a appliqué du peer pressure, la pression du nombre, les gens qui encouragent, machin, etc. Il y avait d'autres moyens de faire. Typiquement, il nous expliquait que dans des classes précédentes, il y avait une fille qui avait convaincu un garçon de le faire, vraiment en faisant, un peu en lui faisant pas du chantage, mais comment on appelle ça, en lui disant, bah quoi, t'as peur? C'est que tu vas passer pour une mauviette devant toute la classe, machin. Et le type avait dit, bah non, ça m'atteint pas ce genre d'argument. Et il se trouve que le type était un peu macho. Et, et la fille, en fait, a pris un œuf, l'a cassé, le mange devant lui, pousse les œufs et fait, allez, vas-y mauviette. Et le type a fait, oh, ouais, c'est comme ça, machin, etc. Et il a défoncé les 5 œufs restants. Donc voilà, en fait, chacun a un petit trigger, si tu veux, qui peut... Enfin, on a tous, si tu veux, des sensibilités différentes et des moyens de se laisser convaincre qui sont pas rationnels, parce que dans tous les cas, je rappelle qu'il n'est absolument pas, si tu veux, rationnel de bouffer un œuf cru. Et voilà, il y a juste un moyen de le faire enfin, on a tous chacun un petit truc qui peut nous avoir. Ouais. Personne ne me traite de mauviette. Ouais, bien sûr. Et t'en avais un autre. Lui, ce qu'il avait fait, c'était... ouais, un autre, lui, il avait fait vraiment du... Écoute, fais-le pour moi, j'ai pas envie de me taper une mauvaise note, machin, etc. Et c'était un jeune, et il parlait à quelqu'un de beaucoup plus âgé. Et donc, c'était vraiment appel à la protection, paternalisme, machin, etc. Et le type a fait, bon, allez, pour comment dire, pour t'aider, pour toi, voilà, machin, pour te rendre service, je le fais. Et au moment de le faire, le type lui fait, ouais, et puis en plus, tu passeras pour un héros aux yeux de la classe. Et là, en fait, ça l'a complètement refroidi. C'est-à-dire que du coup, à l'inverse, t'as un peu des triggers qui vont à l'inverse, vont te ramener complètement à la raison et te faire, non mais attends, il est en train de me manipuler complètement, c'est stupide. Parce que tu te rends compte qu'on te prend pour un con, tout simplement. Et au final, bah, du coup, il l'a pas fait et celui-là a échoué. Et puis, il n'y avait pas de note en particulier, donc il n'a pas une mauvaise note, mais ça a au moins prouvé le point du prof. Mais ouais, du coup, bah, ne mangez pas de cru, même si si vous avez une foule qui vous dit de le faire. Peer pressure pousse les gens à accomplir des actes qu'ils ne veulent pas faire de base. Voilà, c'est très bien résumé, c'est exactement ça. Tac, tac, tac. Et non, bah écoute, je t'avoue que j'ai pas goûté le coup de l'œuf. Ça me fait penser aussi à la scène de Rocky,
Tu sais, où il se fait son petit-déj, machin, avant d'aller s'entraîner. Ouais, bon, ça parlera peut-être pas aux plus jeunes, mais Rocky, c'est le bien. Sylvester Stallone, en fait, la plupart de ses films, c'est merveilleux. Je fais une digression totale, mais c'est vachement bien. D'ailleurs, je fais complètement une digression, mais je sais pas si... euh, Ouais, tant pis, je la fais. On me demande souvent, de temps en temps, quand je suis en casting, machin, etc., si j'ai une référence pour les films que j'aime bien, machin, etc., enfin, les acteurs dont je m'inspire. Et les gens me prennent pour un peu pour un con quand je dis que bah, je trouve que Sylvester Stallone est un très grand acteur. Et il est assez mal jugé parce que tu as un peu cette espèce de comment dirais-je, si tu veux, il a cette image, tu veux, attachée de Rambo, si tu veux, le bourrin qui rentre dans un camp de méchants et qui tue tout le monde. Mais à la base, Rambo 1, c'était pas un film de guerre. Rambo 1, c'était un film qui dénonçait justement le traitement des vétérans après qu'ils soient revenus de la guerre. Et il est très émouvant, ce film. Et t'as une scène comme ça d'ailleurs où Stallone fond en larmes en expliquant ce qu'il a vécu. Voyez là cette scène. Et vous aurez une autre image de Stallone. Fin de la digression. Tout, tout, tout. En vrai, il suffit d'observer les gens pour savoir quelles sont les valeurs qu'ils défendent. Il, il a... Alors, oula, les deux questions... pardon, bug de cerveau, je reboot, contrôle alt sup. En vrai, il suffit d'observer les gens pour savoir quelles sont les valeurs qu'ils défendent. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, de toute façon, euh, tu vas pouvoir utiliser... Si tu veux comprendre un peu comment une personne fonctionne, tu as deux outils qui vont te permettre de le faire. Tu as effectivement le raisonnement par rapport à lui, son comportement, machin, etc. Mais surtout, ton empathie. C'est-à-dire que tu peux, en te mettant à la place des gens, si tu veux, et en ajustant, parce que tu sais que la personne à la place de laquelle tu te mets ne pense pas comme toi, mais le mieux tu la connais, mieux tu es capable d'ajuster. Si tu te mets à sa place, tu es capable d'anticiper un petit peu quelle va être sa réaction à tel ou tel truc. Et c'est vraiment l'empathie qui va te permettre de faire ça, complètement. Pouf, pouf, pouf. Suite à une pression, une personne peut-elle changer de discours pour plaire à un groupe. Ouais, complètement. Euh, L'expérience de Solomon Ash est très bonne pour ça. C'est-à-dire que l'expérience de Solomon Ash, c'est Ash en fait, c'est un psychologue en fait, et ce qu'il fait, c'est qu'il met 10 cobayes dans une pièce et il leur pose une question toute simple. En l'occurrence, il leur fait analyser des bouts de segments et il dit lequel est le plus long. Tiens, ça à la rigueur, je vous montre rapidement ce qu'il fait. Tac. Hop. J'avais posté la vidéo là-dessus, mais ça coûte rien de la remontrer. Mais il met un segment test comme ça. Cette position est très bizarre. Et il dit, ben voilà, hop, 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 A, B, C, tchouk. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que il dit, ben voilà, le segment qui est là, il correspond à A, à B ou à C. Et la réponse est évidente, c'est-à-dire que dans des conditions normales, tout le monde trouve la solution. Sauf que ce que fait Solomon Ash, c'est qu'à un moment, parmi les 10 cobayes qu'il met dans une pièce, il y a 9 complices. Et les 9 complices vont sortir. Alors, ils parlent tous les uns après les autres, et les 9 premiers complices à s'exprimer, enfin les 8 premiers complices à s'exprimer, vont répondre volontairement à côté. Et le vrai cobaye, qui lui est le seul à pas être au courant de la combine, lui, il va dans 40% des cas, il va répondre à côté comme les autres parce qu'il veut pas, en fait, il veut pas se marginaliser, si tu veux. Je me rends compte qu'on voit pas du tout le schéma, c'est pas grave. En fait, je vais me mettre là, c'est mieux. Et donc, ce qui montre bien que tu as cette tendance de la part des gens à vouloir se mettre d'accord avec les autres, même quand ils voient manifestement que les autres n'ont pas raison, en fait. Et ça, c'est le conformisme, tout simplement. Peux-tu l'écrire au tableau pour que je screen et que je fasse des recherches dessus? Ouais. Alors, je te montre ça. C'est... attends. Je te dis une connerie. Oups. C'est H. Et tu tapes conformisme.
J'espère que je me plante pas dans l'orthographe, mais il me semble que c'est ça. Oui, et c'est ça qui est bon, effectivement. C'est que les mecs, en plus, derrière, une fois qu'ils sont sortis de là, quand on leur demande pourquoi ils ont fait ça, ils disent « Ah non, 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 mais c'est eux qui ont raison, en fait. Et le truc, c'est que notre cerveau, il aime pas les contradictions. Donc quand il va se retrouver face à une contradiction, c'est-à-dire, bah oui, effectivement, manifestement, telle était la réponse, mais j'ai répondu à côté, le cerveau va dire, bah tu sais quoi, en fait, si tu as répondu à côté, c'est que c'était ça la bonne réponse et pas ce qui était manifestement la bonne réponse. Et derrière, bah, les mecs vont en sortir et au moment de reconstruire un peu le souvenir, pareil, on reparlera de la mémoire et la façon dont on reconstruit nos souvenirs, parce que ça aussi c'est très intéressant, ils vont dire, non, non, mais, je suis resté droit dans mes bottes, j'ai répondu selon mes convictions, quoi. Alors que, bah non, pas du tout. Pas du tout, et ça ne pouvait pas être selon leurs convictions, puisque la réponse était évidente. Que pensez-vous du conflit israélo-palestinien? Je te cache pas que j'en pense pas grand-chose. Enfin, c'est pas que j'en pense pas grand-chose, mais je peux pas m'exprimer sur le sujet parce que je ne suis pas compétent sur le sujet. Tuk tuk tuk. Alors, eh ben on est pas mal. Est-ce que je peux vous intéresser sur d'autres questions? Moi, je pense qu'on a déjà pas mal bossé. Un bon 45 minutes de live déjà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre. Juste en attendant, je vais me faire mon petit coup de pub, encore une fois, qui est que, encore une fois, je me produis sur YouTube et TikTok. Et donc autant le fonctionnement sur TikTok fonctionne bien, mais c'est vrai que je me sers un peu de TikTok pour ramener les gens sur YouTube pour faire grandir la chaîne. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur TikTok, vous n'avez un peu que les extraits un peu sortis de leur contexte, de ce que je raconte. Et je vous encourage vraiment à aller voir un petit peu à quoi ressemble un épisode entier, parce que souvent, il y a une logique. Et même un peu dans leur suite, les épisodes, les uns à la suite des autres, suivent une logique encore plus globale. Et le thème principal que j'aborde, c'est la notion du bonheur, et comment l'atteindre de manière qui soit rationnelle. C'est-à-dire que et là-dessus, je me permets encore une fois, prolonger la parenthèse, mais vous allez trouver énormément de gens sur Internet qui vont vous parler du bonheur. Vous allez en avoir qui le font bien, mais vous allez aussi en avoir qui le font assez mal. Ce que j'ai pas réussi à trouver moi quand je me suis intéressé au sujet, c'est une approche vraiment rationnelle, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'avoir une recette magique qui va m'amener au bonheur, c'est de me demander, en fait, concrètement, rationnellement, qu'est-ce qui nous amène au bonheur? Et une fois qu'on y est, comment est-ce qu'on sait qu'on est heureux? Et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on est heureux? C'est-à-dire que l'idée, c'est de pas seulement croire qu'on est heureux, mais vraiment de pouvoir affirmer qu'on l'est et de savoir expliquer pourquoi. Et c'est ça l'ensemble du raisonnement, c'est ça l'ensemble du projet derrière la chaîne YouTube et du coup, a fortiori par transitivité, derrière le TikTok aussi. Toutes ces choses-là ont une visée qui est l'accomplissement du bonheur. Et c'est vrai que quand je dis ça, quand je rencontre des gens et que je leur dis salut Livio Di Manga, merci d'être venu. C'est sûr que quand je dis, voilà, en fait, il y a une chaîne YouTube qui parle de bonheur, les gens, ils s'imaginent quoi? Ils s'imaginent, en fait, une déferlante des citations toutes nazes comme un peu tu peux en trouver sur Facebook, machin, etc. Ou du commentaire philosophique, mais imbitable, parce que c'est vrai que les textes philosophiques, si tu veux, faut se les cogner, et puis il faut arriver à faire la synthèse de ces idées. Donc ça, c'est une synthèse que je fais que je fais pour les épisodes, et en fait, je pars de trucs philo, et après, en fait, j'en tire les leçons à retenir, et après, je les explique de manière un petit peu plus claire. Et derrière, c'est pas non plus un truc spirituel complètement perché avec des croyances, si tu veux, le problème des croyances, c'est qu'on peut absolument pas se fier à elles, parce que rien nous prouve qu'elles sont vraies, par définition, puisque ce sont des croyances. Donc on part vraiment sur du rationnel. Merci Sbihib, c'est super sympa. Tac, merci BRG Kick.
Et voilà, et un dernier point, c'est que ce n'est pas non plus une chaîne de développement personnel où je vous demande à la fin de sortir votre compte PayPal et de me payer pour que je vous coach ou quoi que ce soit. Ça, non. Ça n'est pas l'objectif, ça ne sera jamais l'objectif. Voilà. C'est un truc complètement gratuit que je propose, qui m'est très personnel parce que ça correspond à une démarche et à une réflexion que j'ai d'abord eue moi-même dans le cadre de la recherche de mon propre bonheur. Et en fait, l'ayant atteint moi-même et ayant noté comment j'y suis arrivé, je me suis dit, bah, en fait, la démarche, la réflexion que tu as eue, ça se trouve, elle va servir aux autres. Et d'ailleurs, pour dire, en fait, à la base, je pensais écrire ça dans un essai de 20 pages. Et, en fait, j'ai commencé à écrire mon plan, machin, etc. Et au moment où je l'ai foutu dans Word, ce plan, et ben, le plan faisait 20 pages. Et donc, du coup, après, j'ai développé mon plan. Et après coup, ça faisait 200 pages à 4, quoi. Et donc 400 pages quand tu en fais un bouquin. Et donc du coup, j'avais un bouquin et c'est comme ça que j'ai sorti du coup le premier bouquin sur le sujet. Et l'idée, c'est que la chaîne YouTube, en fait, elle vulgarise le bouquin. Parce que quand j'ai publié le bouquin, en fait, la plupart des gens qui ont lu m'ont dit, écoute, ça a l'air très intéressant, mais on comprend rien. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous recommanderais pas d'acheter le bouquin parce qu'en réalité, la chaîne YouTube est beaucoup plus claire et beaucoup plus précise et voilà, donc c'est plus réglo de vous dire de vous baser sur le bouquin. Le livre s'appelle Théorie du bonheur. Donc, salut Daphné, bienvenue. Mais voilà, encore une fois, déjà avec la chaîne YouTube, il y a pas mal de quoi faire. Je pense que le bouquin, pour tout vous dire, je vais le réécrire. Je vais le réécrire mieux. Et je reprendrai sûrement pour beaucoup les transcripts, si tu veux, ce que j'ai écrit dans les épisodes. Et à ce moment-là, en fait, je le réadapterai pour que ça fonctionne dans un bouquin. Mais comme ça, ce sera plus facile à lire avec tous les exemples que j'y ai mis. Parce que le bouquin, il n'y a pas d'exemple, c'est très théorique, c'est très abstrait. Et au final, c'est difficile de suivre. Le premier auteur a spécifié qu'il ne faut pas acheter son livre. C'est exactement ça. Mais oui, mais en même temps, si vous le faites et que vous êtes déçu, en fait, c'est de l'auto-sabotage, quoi. Pour être franc, à la base, le bouquin, je l'avais écrit pour moi. Et c'est uniquement... je vais même... Pour être tout à fait honnête, je vais te dire, c'est peut-être par fierté un peu mal placée que je l'ai publié. Parce qu'en réalité... j'aurais dû le bosser un peu plus. Et je me rends compte de plus en plus, en fait, parce que typiquement, quand je construis un épisode sur YouTube, ce que je fais, c'est que je prends le bouquin, si tu veux, je prends le chapitre dont je vais parler, je le mets dans Word et je le réécris pour que ça passe sur YouTube. Et la plupart du temps, en fait, je me rends compte que, mais là, j'ai dit une connerie, quoi. Et donc, du coup, je réajuste, etc. Après, c'est normal, en fait, qu'il y ait des conneries dans ce que j'ai écrit. Et je vais te dire, même dans les épisodes, il y aura des conneries. C'est pas grave. Pour deux raisons. C'est pas grave pour deux raisons. La première, c'est que quand vous regardez un épisode, j'en attends pas que vous soyez... que vous preniez le machin sans réfléchir et que vous disiez « Ah putain, c'est comme ça qu'il faut penser ». C'est pas du tout ça l'objectif. Faut plus le voir comme une série de modules. Et vous, après, vous le prenez, vous l'adaptez. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord, vous les rejetez, aucun problème. Mais au moins, l'idée, c'est plus de donner un début de réflexion. Et après, voilà, si tu veux, tout raisonnement part d'une hypothèse de départ, d'un raisonnement, d'une conclusion. Ce qui m'embêterait, c'est que vous me disiez un jour, ton raisonnement est faux, et que vous ayez raison. Mais ça peut arriver, parce que l'erreur est humaine. Par contre, ce que je vois souvent, c'est en fait, mes hypothèses de départ, c'est pas les mêmes que les tiennes. Et donc, du coup, j'arrive pas à la même conclusion que toi. Et ça, c'est pas grave, c'est tout à fait normal et tout à fait sain. Tac, tac, tac. Par curiosité, tu l'as édité par quel biais ? Eh bien, en fait, je suis passé par un contrat à compte d'éditeur. Donc, c'est une maison d'édition, en fait. Et le truc, c'est que leur contrat à compte d'éditeur... Je vais être franc, c'était un contrat à compte d'auteur dissimulé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'en reparle dans 2 secondes. Les schémas sont top car la théorie reste abstraite. J'adore les schémas que tu fais. Merci beaucoup. Ouais, je pense que c'est une grosse valeur ajoutée, les schémas. C'est ce qui vraiment permet de faire passer les idées. Les schémas, les exemples, etc. Et c'est maintenant, à l'inverse du bouquin, à contre-courant du bouquin, c'est ce que je pense en premier.
Pour revenir sur l'éditeur, ouais, pour ceux qui connaissent pas un peu le truc, un contrat à compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui te paye pour publier ton bouquin. Un contrat à compte d'auteur, je résume en gros, hein, un contrat à compte d'auteur, c'est toi qui payes pour que ton bouquin soit publié. Moi, mon contrat à compte d'éditeur, très honnêtement, je l'ai vu. À un moment, il était quand même question que je débourse du pognon, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et pour être franc, c'est là que je dis que ma fierté mal placée à jouer, c'est que je dis, tu sais quoi, il y a écrit à compte d'éditeur, c'est tout ce qui compte. Voilà, tant pis, je le dirai pas. Mais en réalité, en réalité, enfin, voilà, j'ai un peu triché. Voilà, pour être tout à fait honnête. Et cette tricherie, je la reproduirai pas avec la nouvelle version non plus. Et ouais, ouais, bah, alors, je me suis fighté avec eux beaucoup parce que ils ont fait preuve d'une incompétence crasse pendant à peu près toutes les étapes de la publication du bouquin. Ils m'avaient promis une version pour Kindle, la version pour Kindle, ils savaient pas faire le chapitrage si tu veux. Et il a fallu vraiment vraiment j'ai appelé, j'ai insisté jusqu'à aller jusqu'au directeur pour que les mecs se débrouillent pour foutre un chapitrage correct sur Kindle. La relecture, après leur relecture, si tu veux, je retrouvais moi-même encore des fautes. Euh, le, euh, la mise en page est dégueulasse. C'est un truc tout con, mais après j'ai fait un, je l'ai traduit le bouquin, pareil pour moi, et là pour le coup je l'ai publié sur Amazon KDP. Encore une fois, juste parce que j'avais des amis qui me disaient bah ouais on aimerait bien l'avoir en anglais parce qu'on aimerait bien te lire aussi. Donc du coup je l'ai fait, je me suis dit après avoir vu le fiasco que ça avait été avec eux, non là je vais le passer en auto-édition, ça fonctionnera très bien si tu veux. Euh, et, euh, et effectivement, ben, derrière, j'ai pu faire ma propre édition, j'ai pu faire ma propre mise en page, tout le machin, etc. C'est chiant si tu veux, faut t'y intéresser, faut vraiment aller te taper tout le fonctionnement, mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable et limite, tu vois, je suis plus fier de la version anglaise au final que de la version française alors qu'elle a été publiée par un éditeur. Ouais, il faut vraiment passer du temps sur les contrats pour pas se faire berner. Comme je te dis, en fait, pour être franc, je savais que je me faisais berner. Mais un peu l'excitation, un peu comme on disait, le biais de préférence, je me suis dit, tu sais quoi? Allez, c'est pas grave. En fait, c'est à la sortie, c'est très moche hein, ce que je vais dire, mais à la sortie, en fait, je vais avoir un bouquin avec ma gueule dessus, et ça, c'est cool quand même. Ouais. Quand je te dis que c'était de la fierté mal placée, je mens pas. Mais c'est vrai que c'est tentant sur le coup. Et que derrière, bah ouais, effectivement, pour la famille, les amis, machin, etc., qui disaient, ah ouais, bah putain, c'est vachement impressionnant. Plus, t'en as beaucoup qui l'ont lu, qui ont dit, bah ouais, on est d'accord avec toi, machin, mais par contre, effectivement, c'est trop compliqué, tu devrais l'expliquer plus clairement, machin. Et d'où un peu l'idée. Et le biais d'orgueil, exactement. Et au final, la chaîne YouTube, à la base, j'avais pas prévu de la faire. Vous savez finalement ce qui a fait le lancement de la chaîne YouTube, c'est le confinement. C'est que à la base, j'étais parti pour être full acteur. Et avec le confinement, bah, du coup, il y avait plus de casting, plus de boulot, plus de voilà quoi. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis dit bah regarde ce que tu as dans les projets. Et donc mon premier confinement, je l'ai passé à mettre au point du coup la chaîne. Et, euh, et derrière, l'autre truc qui est sympa, c'est que du coup, bah, maintenant la chaîne devient presque un peu plus ma priorité que l'acting. En tout cas, on a passé le moite-moite, ça c'est certain. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que quand je regarde, si tu veux, quand je me tape l'épisode 1 et que je le revois, et que je vois les derniers épisodes que je sors maintenant, je me dis, ouais, ok, c'est cool, j'ai fait du chemin, j'ai progressé, c'est vachement plus punchy, vachement plus machin, là où l'épisode 1, en fait, quand je le regarde, j'ai envie tu sais, de mettre l'accélérateur de lecture sur YouTube, de le passer en x1.5 ou en x2 parce que je me trouve lent, quoi. Et TikTok, c'est pas mal pour ça, d'ailleurs. Parce que, euh, parce que TikTok, en fait, t'as que 1 minute. Et tu te rends compte qu'en réalité, en 1 minute, tu peux vraiment compacter les informations, ça passe. Les gens y suivent, les gens y comprennent, les gens ils sont pas cons.
Petite réflexion d'ailleurs aussi sur TikTok. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas foutre sur TikTok? En fait, il y a que des jeunes décérébrés là-bas, c'est pas ton public, machin, toi tu vises un public mature, etc. Mais en fait, les jeunes, ils ont tout autant envie de réfléchir, quoi. Et je regarde un peu, si tu veux, au niveau de mes commentaires, au niveau des réflexions, machin, etc. Alors c'est vrai, je crois que c'est 60% de la population sur TikTok qui est plutôt dans la tranche 18-30, quoi. Mais j'ai les gens qui commentent, effectivement, même certains qui sont jeunes, qui sont encore à l'école, machin, etc., ils sont tout à fait pertinents. Et ils sont tout à fait intéressés et demandeurs de ce truc-là, donc c'est cool. C'est cool parce qu'au final, alors qu'on m'avait dit de pas y aller, c'est là où finalement ça marche le mieux. Et c'est grâce à TikTok que j'arrive à fournir d'ailleurs en abonnés la chaîne YouTube. C'est depuis vraiment que ma première vidéo a fonctionné, celle où je raconte mon altercation avec un... Enfin, pas mon altercation, mais... Ouais, enfin, bref, une discussion avec mon directeur commercial et un mec dans l'informatique, qui du coup, le directeur commercial avait pas été aimable. Et donc du coup, bah, le mec de l'informatique avait dit bon bah écoute, il n'y a pas de souci, mais ça prendra 2 semaines pour faire ton truc. Et quand moi j'ai demandé exactement la même chose, le type a fait ah ouais bah, pour l'autre c'est 2 semaines, mais pour toi c'est immédiat si tu veux. Cette anecdote-là, elle est partie, je crois qu'elle a fait 150 000 vues, et en fait, à partir de là, régulièrement, tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés sur YouTube. Et là où avant, je galérais pour m'en faire un par jour, et là, j'ai une moyenne de entre 3 et 5 par jour, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir, quoi. Tchouk, excusez-moi, j'ai zappé pas mal de commentaires. C'est l'âge où on cherche le plus le bonheur, tout à fait. Tout à fait. En fait, il n'y a pas d'âge pour chercher le bonheur. C'est aussi une réflexion qu'on m'a faite quand j'ai commencé l'écriture du bouquin, où c'est marrant, j'ai eu pas mal de vieux qui m'ont dit, de vieux, désolé, hein, mais de personnes plus âgées que moi, on va dire, de 10-20 ans, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu parles qu'est-ce que tu parles de bonheur, qu'est-ce que tu sais de la vie, machin, etc. Et qui me prenaient un peu de haut comme ça. Mais putain, heureusement qu'il faut pas attendre d'avoir 60 balais pour commencer à réfléchir à la question du bonheur, parce que sinon, bah, c'est un peu triste. Je fais juste un petit check batterie pour vérifier où j'en suis. Tchouk, tchouk. Oh, merveilleux, nous avons encore un grand 40%. Touk touk. Et oui, et effectivement, bah, pareil, il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais en fait, t'as pas d'enfant, donc tu peux pas comprendre ce que c'est que le bonheur. What? Enfin, voilà quoi. T'as plein de conceptions comme ça un petit peu foireuses. Et au final, en réalité, rien de tout ça ne t'empêche de parler bonheur, de parler philo. On m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu parles philo? T'es diplômé, t'as machin? Non, je suis ingénieur, machin. Je suis ingénieur électronicien à la base. Bon, bah ouais, mais ça m'empêche pas de penser à ces questions-là, au bonheur, aux trucs comme ça. Et de la même manière, on m'a dit, enfin, juste de la même manière, hein, pareil, j'ai un diplôme en ingénierie électronique. J'ai jamais fait d'électronique de ma vie, donc enfin, les diplômes, ça prouve que dalle, au fait, au bout d'un moment. C'est clair, les jeunes sont très mûrs, ouais. Ben, franchement, j'ai été vachement agréablement surpris. Vachement agréablement surpris. Top. Bon, bah écoutez, les amis, je crois qu'on est pas mal. On a fait une bonne heure de live. Je trouve que pour un ballon d'essai, ça s'est très bien passé, et vraiment grâce à vous, parce que vous avez été super, super sur l'interactivité, le machin et la conversation. Donc c'est pas mal. Je me suis pas retrouvé sec, et c'est vraiment grâce à vous. Donc merci à tous. Je vous fais plein de bisous, Covid-free, machin, etc. Enfin voilà, en tout cas, voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous, et puis je vous tiens au courant pour savoir quand est-ce qu'on refait le live. Enfin, je vous tiens au courant, peut-être pas. Je ferai peut-être pas une vidéo pour annoncer le prochain live, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on recommencera. Mais voilà, ça se connectera, pareil, probablement aux alentours de la soirée. Pareil vers les 22h, parce que ça m'arrange personnellement. Il se peut que je fasse un petit peu plus tôt, plus vers 21h30, quelque chose comme ça. Mais voilà. Et merci à tous pour ces très gentils compliments dans les commentaires. Thibaut Torque, c'est très sympa. Johnny No de la Vega. Bah écoute, merci beaucoup, merci à toi, c'est super sympa. Et puis bah on se retrouve
On se retrouve à la prochaine. Et merci BRG Kik. Voilà, gros bisous à tous, prenez soin de vous, et à plus tard. Et je vais trouver un moyen d'arrêter le live maintenant.